Imagine un instant que ton esprit est une radio mal syntonisée. Tu captes plusieurs stations en même temps, les obligations du travail, les messages non lus, les projets inachevés, les pensées qui surgissent sans prévenir. Et quelque part, au fond de tout ce bruit, il y a une voix claire qui essaye de se faire entendre, la tienne, celle qui sait ce que tu veux vraiment, celle qui connaît ce dont tu as besoin. Mais elle se perd dans la friture. Si tu te reconnais dans cette image, je voudrais que tu saches quelque chose d'important. Tu n'es pas seul. Et surtout, ce que tu vis n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je voudrais qu'on passe du temps ensemble autour d'un sujet qui me tient profondément à cœur parce que je l'ai observé dans ma pratique clinique pendant des années, parce que je l'ai exploré dans mes recherches et parce que je dois te l'avouer, je l'ai vécu moi-même à différentes périodes de ma vie. Ce sujet, c'est le cerveau dispersé et les 5 habitudes concrètes ancrées dans la psychologie et dans la pleine conscience qui permettent de le transformer en ce que j'aime appeler un cerveau imparable, non pas un cerveau parfait, non pas un cerveau surhumain, mais un cerveau aligné, calme, sous pression, capable de se concentrer sur ce qui compte, de revenir à lui-même après les tempêtes et d'avancer avec cohérence et profondeur. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on s'arrête un moment sur ce mot disperser. Parce que souvent, quand les gens me décrivent leur expérience, ils utilisent des mots qui portent une charge de honte. Ils me disent je suis incapable de me concentrer. Ou je commence tout et je ne finis rien. Ou encore je sais ce que je devrais faire, mais je n'y arrive pas. Et dans ces mots, il y a quelque chose de douloureux, l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, que les autres gèrent, eux non. Je voudrais dès maintenant déposer quelque chose de différent dans ton esprit. La dispersion n'est pas un défaut de caractère, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une réponse de ton système nerveux à un monde qui a été conçu, et je pèse mes mots pour capter ton attention et ne plus la lâcher, un monde de notifications, de flux infinis, de sollicitations permanentes. Ton cerveau n'est pas cassé, il est épuisé, il est saturé et il a besoin qu'on lui redonne les bonnes conditions pour s'épanouir. C'est précisément ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Pas avec des recettes miracles, pas avec des formules magiques, mais avec des habitudes simples, accessibles, profondément humaines qui, pratiquées avec régularité, changent littéralement la façon dont ton cerveau fonctionne. Parce que c'est l'une des choses que les neurosciences modernes ont confirmées ces dernières années et que la psychologie bouddhiste savait depuis bien longtemps. Le cerveau est plastique, il change, il s'adapte, il peut apprendre à être plus calme, plus focalisé, plus libre. Alors, installe-toi confortablement, laisse tes épaules descendre, respire une fois profondément et partons ensemble dans ce voyage. La première habitude dont je voudrais te parler, c'est ce que j'appelle l'habitude de revenir. Revenir à soi, revenir au moment présent, revenir au souffle. Je sais que la pleine conscience est un mot qu'on entend partout aujourd'hui, et parfois, à force de l'entendre, on finit par le vider de son sens. On en fait quelque chose d'abstrait, de lointain, réservé à des personnes qui ont des heures libres pour méditer dans des retraites silencieuses. C'est pas de cela dont je parle. Je parle de quelque chose de beaucoup plus modeste et en même temps de beaucoup plus puissant. Je parle de la capacité à remarquer que ton esprit s'est éloigné et de le ramener doucement, sans violence, sans jugement. Voici comment j'aime l'expliquer. Imagine que ton attention est un petit enfant. Cet enfant est curieux, vif, plein d'énergie, il court dans tous les sens, il attrape une chose, puis une autre encore, et toi tu es l'adulte qui l'accompagne. Un adulte sage ne court pas après cet enfant en criant, ne se met pas en colère quand il s'échappe. Il dit simplement, avec douceur et fermeté, viens, reviens par ici, on regarde ça ensemble. C'est exactement ce que nous faisons dans la pratique de pleine conscience. Chaque fois que tu remarques que ton esprit s'est dispersé, et il va se disperser, c'est inévitable, c'est même la nature du cerveau humain, tu le ramènes. Pas en te jugeant,
pas en te disant que tu es mauvais à ça, mais avec la même douceur bienveillante que tu aurais pour un enfant que tu aimes. Et voici ce que les recherches montrent avec constance. Ce n'est pas la durée de la méditation qui compte le plus, c'est la répétition de ce geste de retour. Chaque retour au moment présent est comme une petite répétition au gymnase neurologique. Tu entraînes ton cortex préfrontal, la partie de ton cerveau responsable de l'attention, du discernement, de la régulation émotionnelle à rester en ligne, à ne pas se laisser emporter par le flot des stimulations. J'ai un souvenir qui me revient souvent quand j'évoque ce sujet. Dans ma pratique, j'ai accompagné un homme, appelons-le Marc, qui était cadre dans une grande entreprise, très intelligent, très compétent, mais complètement submergé. Il me disait qu'il lisait le même paragraphe de rapport 5 fois de suite sans le comprendre. Que pendant les réunions importantes, son esprit partait ailleurs. Que le soir, épuisé, il n'arrivait pas à s'endormir parce que les pensées continuaient de tourner. Nous avons commencé très simplement, 5 minutes par jour, le matin, avant d'ouvrir le téléphone, juste assis, à respirer, à remarquer les pensées qui venaient, à les laisser passer comme des nuages et à revenir au souffle. C'est tout, rien d'autre. Au bout de 3 semaines, Marc m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit: je commence à avoir de l'espace entre les pensées et mes réactions. Avant, tout était automatique. Maintenant, j'ai parfois une petite seconde pour choisir. Cette petite seconde, ce minuscule espace de liberté, c'est exactement ça, l'objectif de la première habitude. Pas la paix parfaite, pas le silence total, juste un peu d'espace, un peu de recul. Assez pour ne plus être entièrement à la merci du flux. Comment la pratiquer concrètement? Je te propose quelque chose de très simple. Demain matin, avant de regarder ton téléphone, avant de consulter tes mails, avant de te lancer dans les obligations de la journée, prends 5 minutes. Assieds-toi. Ferme les yeux si tu le souhaites. Pose une main sur ton ventre et observe simplement ton souffle qui entre et qui sort. Quand une pensée arrive, et elle arrivera, note-la mentalement. Pensée ou préoccupation ou planification. Et reviens au souffle. C'est tout. 5 minutes chaque matin. Cette seule habitude, pratiquée avec constance, est capable de transformer progressivement le fonctionnement de ton cerveau. La deuxième habitude est étroitement liée à la première, mais elle se joue dans la sphère du corps. Je l'appelle l'habitude d'habiter son corps. Nous vivons dans une culture profondément cérébrale. Nous valorisons la pensée, l'analyse, la performance intellectuelle, et progressivement, sans même nous en rendre compte, nous finissons par traiter notre corps comme un simple véhicule, un outil qui nous transporte d'une obligation à une autre. On lui demande de rester assis longtemps, de supporter le stress, de fonctionner avec peu de sommeil et trop de caféine, et lui, patiemment, il envoie des signaux, des tensions dans les épaules, un serrement dans la poitrine, une fatigue dans les jambes, mais nous ne l'écoutons pas, nous continuons à penser. Or voici ce que la psychologie somatique et les neurosciences nous enseignent aujourd'hui: le corps n'est pas séparé du cerveau. Il est une extension du cerveau. Et plus précisément, il est l'un des chemins les plus directs vers la régulation émotionnelle et la clarté mentale. Il y a une recherche qui m'a particulièrement frappé. Des chercheurs ont montré que simplement changer sa posture corporelle, se redresser, ouvrir la poitrine, poser les 2 pieds à plat sur le sol modifie en quelques secondes les niveaux hormonaux et l'état mental d'une personne. Le corps et l'esprit ne sont pas deux entités séparées qui se parlent de loin. Ils sont une seule et même réalité qui se co-construit à chaque instant. Alors que signifie concrètement l'habitude d'habiter son corps? Cela signifie créer de petits moments dans la journée où tu quittes le flux des pensées pour descendre dans les sensations physiques. Pas besoin d'1 heure de yoga, pas besoin d'un cours de pilates. Je parle de quelque chose de très accessible. En ce moment même, pendant que tu m'écoutes,
Est-ce que tu sais comment sont tes épaules? Est-ce qu'elles sont contractées? Est-ce que ta mâchoire est serrée? Est-ce que ta respiration est haute et courte dans la poitrine ou est-ce qu'elle descend jusqu'au ventre? Ces petites observations, ce scan du corps, comme on dit dans les pratiques mindfulness, sont des micro-moments de présence qui recalibrent le système nerveux. Elles envoient un message direct à ton amygdale, cette vigie émotionnelle du cerveau lui disant: il n'y a pas de danger immédiat, tu peux te détendre. Et c'est important de comprendre pourquoi cela touche directement la dispersion mentale. Le cerveau dispersé est souvent un cerveau en état d'hypervigilance légère. Il scanne en permanence l'environnement à la recherche de menaces, pas des menaces physiques, mais des menaces psychologiques, le jugement des autres, l'échec potentiel, les problèmes à anticiper. Et dans cet état d'alerte chronique, il lui est très difficile de se focaliser profondément sur quoi que ce soit. Parce que la focalisation profonde nécessite un sentiment de sécurité. En habitant ton corps, en redescendant dans le ressenti physique, tu crées ce sentiment de sécurité. Tu dis à ton cerveau: on est là, on est présent, il n'y a rien à fuir. Je te propose une pratique que j'appelle le scan de 5. 5 fois par jour, par exemple, en début de matinée, avant le déjeuner, en milieu d'après-midi, en rentrant chez toi et avant de te coucher, tu t'accordes 30 secondes. 30 secondes pour poser ton regard vers l'intérieur. Remarquer la posture de ton corps. Remarquer l'état de ta respiration. Remarquer s'il y a des zones de tension. Et si tu en trouves, tu ne cherches pas à les forcer à disparaître. Tu les accueilles, tu leur dis simplement: je te vois. Cette habitude peut sembler anodine, mais sur plusieurs semaines, elle opère quelque chose de profond. Elle reconstruit un lien de confiance entre toi et toi-même. Elle t'apprend à te faire confiance, à écouter ce que ton organisme sait, souvent bien avant que ton intellect ne le comprenne. Si ce que nous partageons aujourd'hui résonne avec toi, si tu sens que ces réflexions touchent quelque chose de réel dans ta vie, je t'invite à laisser un like et à t'abonner. C'est une façon de soutenir ce travail et de continuer à apprendre ensemble. Et maintenant, continuons. La troisième habitude et peut être la plus contre-intuitive. Dans un monde qui glorifie la vitesse, la productivité, le multitâche, elle peut même sembler radicale. Je l'appelle l'habitude de la lenteur choisie. Laisse-moi te poser une question. Quand as-tu fait une chose, une seule, avec toute ton attention, sans chercher à en faire une autre en même temps? Quand as-tu mangé un repas sans regarder ton téléphone? Marché dans la rue sans avoir les écouteurs dans les oreilles? Lu un livre pendant 20 minutes sans vérifier tes notifications? Pour beaucoup de personnes, ces moments se font de plus en plus rares. Nous avons appris à remplir chaque interstice de temps avec du contenu. La file d'attente devient une occasion de scroller. Le trajet en transport devient une occasion d'écouter un podcast. La salle de bain devient un lieu où l'on répond à des messages. Et je ne dis pas que tout cela est mauvais en soi. La question est plutôt, est-ce que tu choisis ces moments ou est-ce qu'ils t'arrivent par automatisme? Le multitâche, en apparence, ressemble à de l'efficacité, mais les neurosciences sont sans appel là-dessus. Le cerveau humain ne fait pas réellement plusieurs choses à la fois. Ce qu'il fait, c'est switcher très rapidement d'une tâche à une autre, et chaque switch a un coût attentionnel, un coût énergétique, un coût de qualité. Des études ont montré qu'une personne interrompue dans une tâche cognitive met en moyenne 23 minutes à retrouver le même niveau de concentration, 23 minutes. Quand on sait que la plupart des travailleurs sont interrompus toutes les 11 minutes en moyenne, on comprend pourquoi la dispersion est devenue si répandue. La lenteur choisie, c'est l'antidote. C'est décider délibérément de faire une chose entièrement pendant un temps défini. Il y a une notion en psychologie positive que Martin Seligman et Mihaly Csikszentmihalyi ont explorée et qui s'appelle le flow, cet état d'absorption totale dans une activité où le temps semble suspendu, où les préoccupations s'effacent, où l'on fonctionne au meilleur de ses capacités. Ce que ces chercheurs ont découvert, c'est que le flow n'est pas un hasard. Il a des conditions, et la condition principale, c'est l'attention non divisée.
une seule chose, avec toute ta présence. Comment cultiver l'habitude de la lenteur choisie? Je te propose quelques pistes très concrètes. La première est ce que j'appelle les blocs de profondeur. Ce sont des plages de temps au minimum 25 minutes, idéalement 50 à 90 minutes, pendant lesquelles tu travailles sur une seule tâche, dans un environnement sans interruption. Téléphone en mode silencieux, notifications désactivées, porte fermée si possible, pas d'email en parallèle, pas de fenêtre de navigation ouverte. Une chose, une seule, avec toute ta présence. La deuxième piste est plus subtile, c'est d'apprendre à ralentir intentionnellement dans les transitions, le moment entre deux réunions, le moment entre le travail et le repas du soir, le moment entre l'arrivée à la maison et le premier contact avec ta famille. Ces transitions sont souvent les moments où nous sautons d'une chose à une autre en portant tout le poids de ce qui précède. Quelques respirations conscientes dans ces transitions permettent de fermer vraiment ce qui est terminé et d'être vraiment disponible pour ce qui vient. La troisième piste, et elle peut sembler surprenante venant d'un psychologue, cultive l'ennui. Pas tout le temps, pas comme une discipline sévère, mais accepte de temps en temps d'être juste là dans la file d'attente, dans le métro, au feu rouge, sans remplir ce moment de contenu. Juste présent, juste là. Ces moments d'ennui acceptés sont des moments où le cerveau, libéré de toute tâche, se met à intégrer les informations de la journée, à faire des connexions créatives, à se ressourcer. Les chercheurs en neurosciences appellent ça le mode par défaut, le réseau neuronal qui s'active quand nous ne faisons rien de particulier et qui joue un rôle essentiel dans la consolidation de la mémoire, la résolution créative de problèmes et la régulation émotionnelle. Chaque fois que tu remplis compulsivement chaque moment de contenu, tu prives ton cerveau de ce précieux temps de consolidation. La lenteur n'est pas de la paresse. La lenteur choisie est une forme d'intelligence. La quatrième habitude touche à quelque chose de plus intime. Je l'appelle l'habitude de la clarté intentionnelle. Et elle commence par une question que je t'invite à te poser régulièrement, de préférence chaque matin. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui? Pas qu'est-ce que je dois faire, pas qu'est-ce qui est urgent, mais qu'est-ce qui compte profondément, essentiellement. Le cerveau dispersé est souvent un cerveau sans boussole. Il réagit aux urgences, il répond aux sollicitations, il remplit les cases d'une liste qui s'allonge indéfiniment. Mais il a perdu le fil de ce qui a de la valeur. Et cette perte de sens est l'une des sources les plus profondes de l'épuisement psychologique. J'aime beaucoup une métaphore du philosophe stoïcien Marc Aurèle. Dans ses écrits, il revient souvent sur l'idée que l'être humain dispose d'une faculté qu'aucune force extérieure ne peut lui enlever, la capacité de choisir où porter son attention et quelle signification donner à ce qu'il vit. Il appelle ça hégémonicon, la faculté directrice de l'âme. Ce n'est pas un concept psychologique moderne, mais je le trouve d'une actualité saisissante. Dans un monde de dispersion, recultiver cette faculté directrice est un acte presque révolutionnaire. Concrètement, la clarté intentionnelle se pratique en trois temps. Le premier temps, c'est la clarification des valeurs. Non pas des objectifs, les objectifs sont extérieurs, ils peuvent changer, ils peuvent être atteints ou non. Mais les valeurs, ce qui compte dans la façon dont tu veux vivre, pas juste dans ce que tu veux accomplir, la connexion avec les autres, la création, la croissance personnelle, la santé, la liberté, la contribution. Quand tu sais ce qui compte vraiment, tu as une boussole intérieure qui t'aide à décider où diriger ton attention. Le deuxième temps, c'est la définition d'une intention quotidienne. Chaque matin, avant de te lancer dans l'action, tu prends 2 minutes pour te demander quelle est la chose la plus importante que je pourrais faire aujourd'hui qui corresponde à ce qui compte vraiment pour moi, pas la plus urgente, la plus importante. Et tu t'engages à lui accorder de l'espace dans ta journée, idéalement en début de journée, avant que les urgences des autres ne s'imposent. Le troisième temps, c'est la révision du soir. Pas un bilan sévère, pas une autocritique,
Juste une question bienveillante. Est-ce que j'ai agi aujourd'hui en accord avec ce qui compte pour moi? Pas forcément parfaitement, mais dans quelle direction suis-je allé? Et si je m'en suis éloigné, qu'est-ce qui m'a dévié? Qu'est-ce que je peux apprendre pour demain? Ce cycle intention le matin, révision le soir, crée une cohérence progressive entre tes valeurs et tes actions. Et cette cohérence est l'une des choses les plus puissantes que je connaisse pour sortir durablement de la dispersion. Il y a quelque chose que j'ai observé maintes fois dans ma pratique. Les personnes qui souffrent le plus de dispersion ne manquent pas de capacité. Elles manquent souvent de permission, la permission de se focaliser sur ce qui compte vraiment pour elles, plutôt que de courir après tout ce que le monde leur demande. La clarté intentionnelle leur redonne cette permission. Elle leur dit, tu as le droit de choisir. Tu as le droit de dire non à certaines choses pour dire oui à d'autres. Tu as le droit de décider que ta vie mérite une direction. Si tu es en train d'écouter cet épisode et que tu ressens que quelque chose change en toi, une petite lumière qui se rallume, une envie de commencer, une sensation que c'est possible, alors je t'invite à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le bon moment. On continue ensemble avec la cinquième et dernière habitude peut être la plus transformatrice de toutes. La cinquième habitude, je l'appelle l'habitude de la régénération active. Et je veux prendre le temps de bien l'expliquer parce qu'elle est souvent la plus négligée précisément par les personnes qui en ont le plus besoin. Dans notre culture, le repos est souvent vécu comme une récompense, quelque chose qu'on mérite après avoir assez travaillé, quelque chose dont on bénéficie quand on a coché suffisamment de cases. Et cette croyance si répandue, si bien ancrée dans nos mentalités, est l'une des erreurs les plus coûteuses que nous faisons à vie de notre cerveau. Le repos n'est pas une récompense. Le repos est une nécessité biologique. Et plus spécifiquement, un certain type de repos est indispensable au fonctionnement optimal du cerveau. Pas seulement le sommeil, bien qu'il soit fondamental, mais ce que j'appelle la régénération active. Laisse-moi te donner une image. Imagine un jardin. Si tu plantes des légumes et que tu récoltes sans jamais remettre de compost, sans arroser, sans laisser certaines parcelles en jachère, le sol va progressivement s'épuiser. Les récoltes seront de plus en plus maigres. Et un jour, rien ne poussera plus. Le cerveau fonctionne de la même façon. Il a besoin de cycles de travail et de récupération. Non pas pour être productif, même si ça aide, mais parce que c'est son fonctionnement naturel. La régénération active comprend plusieurs dimensions. La première, et la plus connue, c'est le sommeil. Je ne vais pas te faire une conférence sur le sommeil, il y a des livres entiers écrits sur ce sujet, et les travaux de Matthew Walker notamment ont beaucoup popularisé l'importance du sommeil pour la santé cérébrale. Je veux juste souligner quelque chose que beaucoup de gens minimisent. Le manque de sommeil chronique est l'une des premières causes de la dispersion mentale. Un cerveau privé de sommeil suffisant a une capacité d'attention radicalement diminuée, une régulation émotionnelle altérée et une vulnérabilité beaucoup plus grande aux pensées intrusives. Si tu dors moins de 7 heures par nuit de façon régulière, toutes les autres habitudes que nous évoquons aujourd'hui seront moins efficaces. Le sommeil est le fondement. La deuxième dimension de la régénération active, c'est ce que les psychologues du travail appellent le détachement psychologique. C'est pas simplement d'arrêter physiquement de travailler. C'est de vraiment décrocher mentalement, de cesser de traiter les problèmes du travail dans sa tête pendant le dîner, la soirée, les vacances. Cette capacité à mettre le travail en veille, pas à le fuir, mais à créer une séparation claire est l'un des meilleurs prédicteurs de la résistance au burn-out et du maintien des capacités cognitives sur le long terme. Comment y parvenir concrètement? Il y a un rituel que je recommande souvent et que j'appelle la clôture du travail. C'est un moment délibéré en fin de journée de travail où tu fais trois choses. Tu notes les tâches en cours et ce qui reste à faire. Tu définis ta première action du lendemain matin et tu dis à voix haute, si possible, ou par écrit, quelque chose comme pour aujourd'hui, c'est terminé. Ce geste symbolique, aussi simple qu'il paraisse, envoie un signal au cerveau
que la journée de travail est close, qu'il peut se déposer. La troisième dimension de la régénération active, c'est ce que j'appelle les ressources de restauration. Et ici, je veux parler de la nature parce que les recherches sur le sujet sont à la fois solides et je trouve émouvantes. Il existe en psychologie environnementale une théorie qu'on appelle la théorie de la restauration de l'attention, développée par Rachel et Stephen Kaplan dans les années 1980. Leur hypothèse, confirmée depuis par de nombreuses études, est que notre attention peut être divisée en deux types. L'attention dirigée, qui est active, volontaire et qui se fatigue, et l'attention involontaire, qui est capturée sans effort par des stimuli naturellement fascinants, le mouvement des feuilles dans le vent, le bruit de l'eau qui coule, les formes des nuages, et lorsque nous laissons notre attention involontaire prendre le relais dans un parc, une forêt, au bord de la mer, notre attention dirigée se restaure, elle récupère, elle se régénère. Autrement dit, se promener 20 minutes dans un parc n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi dans la récupération de ta capacité à te concentrer. Je me souviens d'avoir lu une étude où des participants avaient réalisé une tâche cognitive très exigeante, puis avaient passé une pause soit dans une rue urbaine animée, soit dans un parc verdoyant. Ceux qui avaient marché dans le parc ont obtenu des scores significativement meilleurs sur les tâches d'attention qui ont suivi. La nature, littéralement, avait rechargé leur cerveau. Alors quand tu te demandes si tu peux te permettre une promenade dans les arbres, si tu as vraiment le temps de jardiner, de nager dans la mer, d'aller t'asseoir au bord d'une rivière, la réponse de la psychologie est tu ne peux pas te permettre de ne pas le faire. Ces moments ne sont pas du luxe, ils sont de la maintenance cérébrale. La quatrième dimension de la régénération active et peut être la plus douce, la plus souvent oubliée, c'est la joie. La joie légère, le jeu, le rire, ces moments qui n'ont aucune utilité productive, aucun objectif mesurable et qui pourtant font quelque chose d'irremplaçable pour ton cerveau et pour ton âme. Dans notre culture d'optimisation permanente, nous avons parfois du mal à nous permettre de faire quelque chose juste parce que ça nous fait du bien. Jouer aux cartes avec des amis, chanter sous la douche, peindre des aquarelles médiocres, rire aux éclats d'une bêtise. Ces moments activent des circuits de récompense dans le cerveau, libèrent des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine et créent un sentiment de légèreté qui contrebalance le poids du sérieux quotidien. Le psychologue Stuart Brown, qui a consacré une grande partie de sa carrière à l'étude du jeu, affirme que les adultes qui maintiennent une dimension de jeu dans leur vie sont plus créatifs, plus résilients, plus adaptables, et que la privation de jeu, ce que beaucoup d'adultes hyper occupés s'infligent, est une forme de privation psychologique réelle. Alors voilà ma question pour toi, qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce que tu ferais juste pour le plaisir si tu te donnais la permission? Et est-ce que tu te donnes cette permission assez souvent? Nous arrivons maintenant vers la fin de notre conversation d'aujourd'hui. Et avant de rassembler les fils de tout ce que nous avons parcouru ensemble, je voudrais prendre un moment pour te dire quelque chose qui me tient à cœur. Tout ce que nous avons exploré aujourd'hui, ces 5 habitudes, ne sont pas des obligations. Elles ne sont pas des nouvelles cases à cocher sur ta liste de choses à faire. Si tu les abordes comme telles, tu risques de les transformer en sources supplémentaires de stress et de culpabilité, et c'est exactement le contraire de ce que nous cherchons. Ces habitudes sont des invitations à une relation différente avec toi-même, avec ton esprit, avec ta vie. Et je veux être honnête avec toi, le chemin n'est pas linéaire. Il y a des semaines où tu pratiqueras avec régularité et où tu sentiras une différence réelle, plus de calme, plus de clarté, plus de capacité à être vraiment présent. Et il y a des semaines où tout semblera partir en vrille, où tu oublieras de méditer le matin, où tu passeras tes journées en mode réactif, où le soir tu te diras que tu n'as rien changé. Ces semaines font partie du chemin.
Elles ne sont pas des échecs, elles sont des occasions de pratiquer la chose la plus importante de toutes, la bienveillance envers soi-même. Parce que, en fin de compte, c'est peut être là que tout commence. La transformation d'un cerveau dispersé en un cerveau imparable ne commence pas par la maîtrise de soi, elle commence par l'acceptation de soi, par ce regard doux que tu poses sur toi-même quand tu observes tes difficultés, tes contradictions, tes résistances, par cette conviction profonde que tu mérites de prendre soin de toi. Pas parce que tu seras plus productif, même si c'est possible, pas parce que tu seras plus performant, même si ça peut arriver, mais parce que tu es un être humain, parce que ta vie a de la valeur, parce que tu mérites de la vivre pleinement. Alors permettons-nous de récapituler ensemble ce que nous avons partagé aujourd'hui. La première habitude, revenir, cette pratique quotidienne, aussi brève soit-elle, de revenir à ta propre présence, de ramener ton attention ici, maintenant, avec douceur. 5 minutes chaque matin pour poser la radio mal syntonisée et écouter simplement ta propre voix. La deuxième habitude, habiter ton corps, redescendre dans les sensations physiques plusieurs fois par jour pour recalibrer ton système nerveux et retrouver un sentiment de sécurité intérieure. Le scan de 5-30 secondes, 5 fois par jour pour reconstruire le lien entre toi et toi-même. La troisième habitude, choisir la lenteur. Résister à la culture du multitâche pour offrir à ton cerveau ce dont il a besoin pour fonctionner profondément. Une attention non divisée, des blocs de concentration, des transitions conscientes et des moments d'ennui acceptés où le cerveau peut se consolider et se ressourcer. La quatrième habitude, cultiver la clarté intentionnelle. Définir ce qui compte vraiment tes valeurs, pas seulement tes objectifs. Commencer chaque journée avec une intention. La revisiter le soir avec bienveillance. Redonner à ta vie une direction intérieure, une boussole, un sens. Et la cinquième habitude, pratiquer la régénération active. Dormir suffisamment, décrocher psychologiquement du travail en fin de journée, laisser la nature restaurer ton attention. Et surtout, te permettre la joie, le jeu, le rire, ces moments sans utilité mesurable qui sont, en réalité, parmi les plus indispensables à la santé de ton cerveau. Ces 5 habitudes ne sont pas révolutionnaires dans leur forme, elles sont accessibles, humaines, ancrées dans ce que nous sommes. Ce qui est révolutionnaire, c'est de les choisir délibérément, de les cultiver avec régularité et de leur faire confiance même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Parce que les changements les plus profonds ne font pas de bruit, ils se déposent silencieusement comme des couches de sédiments jusqu'au jour où tu réalises que tu n'es plus tout à fait la même personne qu'avant, que tu peux rester calme là où tu te serais dispersé, que tu peux te focaliser là où tu aurais procrastiné, que tu peux choisir là où tu aurais réagi automatiquement. Ce jour-là, tu comprendras que le cerveau imparable n'était pas quelque chose que tu devais créer de toutes pièces, c'était quelque chose qui était déjà en toi, qui attendait simplement qu'on lui crée les bonnes conditions pour s'éveiller. Je veux terminer avec une image qui me revient souvent et qui est pour moi une source d'espoir. Il existe, dans les profondeurs de certains déserts, des graines qui peuvent rester en dormance pendant des dizaines d'années, complètement inactives en apparence, mortes semblerait-il. Et puis, il suffit d'une seule pluie, une seule, pour que ces graines germent en quelques heures, pour que le désert se couvre soudainement de fleurs. Ton potentiel de calme, de clarté, de profondeur, il est là, en toi, peut être en dormance depuis longtemps, mais il n'attend que les bonnes conditions pour s'épanouir. Ces 5 habitudes sont cette pluie. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, merci pour ta présence, pour ton écoute, pour l'espace que tu t'es accordé aujourd'hui pour réfléchir à ta vie intérieure. Ce n'est pas rien. Dans un monde qui court sans cesse, s'arrêter pour écouter, c'est déjà un acte de courage.
Si ce contenu t'a été utile, si tu sens qu'il a semé quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut être un ami qui traverse une période de dispersion, peut être un proche qui court trop vite et qui a oublié de s'arrêter. Le fait de partager, c'est une façon de dire à quelqu'un: je pense à toi, tu comptes. Prends soin de toi, sois doux avec toi-même. Et on se retrouve dans le prochain épisode